Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique et des mensonges. La perversion narcissique et le mensonge, sont intimement liés. La perversion narcissique, en effet, fonctionne de façon tout à fait inauthentique. C'est un mode de vie. Le trouble de la personnalité pervers narcissique fonctionne 24 heures sur 24 sur le mode du mensonge, contrairement à la plupart des gens. Certains peuvent mentir par moments et après se culpabilisent, vont s'excuser. Par contre, l'égocentrisme, l'absence d'empathie et de culpabilité chez l'individu pervers narcissique facilite le recours au mensonge, et qu'il soit par omission, par fausse information ou par des informations floues. Le but de ce recours à la manipulation et au mensonge, c'est de détruire l'identité de la proie. Je vais donc vous expliquer les causes de ce mode de vie, les 3 types de mensonges et les solutions pour y faire face. Les causes, la première cause de cette pathologie, c'est un fonctionnement complètement inauthentique qui est répété, imité durant l'enfance. Suite à des traumatismes de l'enfance, cet individu peut ressentir une telle souffrance qu'il se déconnecte de la souffrance insupportable suite aux humiliations, au dénigrement, à la culpabilisation répétée ou à des abus sexuels. Il n'a pas été reconnu pour lui-même, pour ses émotions, pour ses besoins, et donc il est instrumentalisé, il est l'objet du parent agresseur. Et par réaction, il se dissocie de son corps, il se coupe de son ressenti, et il recourt donc à la manipulation, au mensonge. La 3e raison est l'absence de lien avec le parent agresseur à cause du climat d'insécurité, du manque de réconfort, du manque de soutien. Face au vide, cet individu se constitue un faux self, c'est-à-dire une apparence parfaite et une image qui peut paraître parfaite, mais bien sûr qui cache de la manipulation et des désirs destructeurs. Il se lance dans une quête d'admiration, de pouvoir sans limite. Il a grandi dans un climat dysfonctionnel, un système familial dysfonctionnel, où l'absence de limites saines autorisait tous les abus, tous les mensonges. L'interdit de l'autonomie a empêché le développement d'une identité et d'une expression authentique de soi, d'une pensée propre au profit d'un mode de vie mensonger. Le premier type de mensonge est le mensonge par omission. L'individu pervers narcissique utilise le mensonge par omission dans la relation à l'autre en cachant ses véritables intentions de façon tout à fait calculée, machiavélique. Par exemple, il cache une dette financière importante et se domicilise chez sa proie pour l'obliger à participer à sa dette. Ou bien, il peut dire qu'il va à son cours de musique et en même temps rend visite à sa maîtresse ou à son amant. Grâce à son empathie cognitive, c'est-à-dire à sa capacité à scanner les comportements, les attitudes, les ressentis de l'autre, il repère le fonctionnement de la proie. Il repère sa faille et il l'utilise à son avantage grâce à des mensonges par omission. C'est surtout le cas durant la première phase de la relation, le love bombing, où il est complètement dans la séduction et ça va l'amener à s'engouffrer dans la faille selon ce qu'il repère comme faille chez celle-ci. Par exemple, s'il perçoit un manque d'estime de soi, un besoin de reconnaissance, il va la flatter. Ou bien, s'il perçoit un besoin de protection suite à une grande insécurité issue de l'enfance, à des traumatismes passés, par exemple, il peut lui offrir du soutien matériel, un statut si elle est en précarité. Il peut, grâce au mensonge par omission, attribuer ensuite à la victime l'entière responsabilité des problèmes relationnels.
Il dissimule des informations pour préserver une image parfaite de lui-même, une image qui est nécessaire pour maintenir l'emprise sur sa proie et en séduire d'autres. Il cache ainsi sa véritable intention, détruire l'identité de sa proie, la dominer, l'exploiter au niveau de ses ressources et se nourrir de son énergie, la vider de son énergie pour pouvoir remplir son vide intérieur. Il utilise le mensonge par omission pour contrôler sa proie et ne pas prendre ses responsabilités dans la relation. Prendre ses responsabilités dans la relation, eh bien, c'est par exemple exprimer ses émotions, le pourquoi de ses émotions, ses besoins, ses désirs et ses limites. Par exemple, dire « je me sens triste parce que je ne te vois pas souvent le soir et j'aimerais bien avoir plus d'attention. J'ai besoin de plus d'attention. » Donc, cette prise de responsabilité est absente chez le pervers narcissique. Le mensonge par fausse information est le deuxième type de mensonge. Il utilise ce type de mensonge en créant des histoires, en affirmant des choses fausses, en réinventant le récit des faits de façon tout à fait déformée, soit dans leur succession, soit dans leur contenu. Par exemple, il affirme qu'il a tel statut, qu'il a tel titre, alors que c'est faux. Ou bien, il utilise des complices qui sont en dette morale ou financière vis-à-vis de lui, de manière à confirmer ces fausses déclarations. Par exemple, après la fuite du conjoint victime, s'il y a des enfants, eh bien, l'individu pervers narcissique achète les enfants, s'il y a donc des enfants en commun, et il les pousse à mentir en répétant régulièrement de fausses informations qu'il donne aux enfants. Par exemple, ta mère ne t'aime pas, elle ne veut pas de toi, elle préfère son travail et ses amis. Ou bien, il dit aux enfants, il dit à la mère par contre, que les enfants ne l'aiment pas. Il divise pour mieux régner. Le mensonge par information floue est le troisième type de mensonge. Il utilise le mensonge par information floue pour manipuler de façon calculée. Il sème ainsi le doute, la confusion chez la victime et elle ne sait plus ce qui est vrai, de faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux. Elle doute de ses propres émotions, de ses propres pensées. Il lui fait perdre ainsi son estime de soi. Il la dépersonnalise jusqu'à ce qu'elle ne sache plus qui elle est. Par exemple, il manie des messages paradoxaux, dire « je t'aime » sur un ton froid avec un visage tout à fait inexpressif. Ou bien il souffle le chaud et le froid en ne lui parlant pas, en ne lui écrivant pas pendant plusieurs jours et il ne revient pas sur ce qu'il s'est passé. Il fait comme si de rien n'était quand il revient. Et donc, la victime se pose des tas de questions, se remet en question, essaye de comprendre ce qu'il se passe. Et ça lui prend beaucoup d'énergie. Il pratique aussi le gaslighting. Il manipule la perception de l'autre pour l'induire en erreur, pour la rendre confuse et dépendante de lui. Par exemple, il lui dit « Je n'ai jamais dit ça. Non, tu n'es pas triste si elle dit qu'elle est triste. » Ou bien, rappelle-toi, tu sais de quoi je parle, et elle ne lui dit pas de quoi il parle. Figée de stupeur devant ces incohérences et ces messages paradoxaux, eh bien, la victime n'arrive plus à penser, à ressentir et à agir. Ces messages flous sont en effet utilisés pour sidérer la victime et l'empêcher de penser. Sans cette pensée propre, eh bien, la victime est manipulable et il peut renforcer son emprise. L'objectif du pervers narcissique, en agissant ainsi, c'est de créer chez sa proie un tel état d'insécurité qu'elle n'arrive plus à ressentir, à penser et à agir. En mettant en doute ce que la victime pense, ressent et dit, eh bien, l'individu pervers narcissique, progressivement, l'amène à perdre son identité, l'empêche de résoudre les conflits par un dialogue authentique et vrai. Il fait illusion sur la nature de la relation et fait croire à la victime des choses qui n'existent pas. Par exemple, qu'il l'aime
Et c'est difficile de se libérer de cette croyance qu'on a pu parfois avoir pendant des années et de faire le deuil d'une relation qui n'existe pas. Faire le deuil de cette image idéale que le pervers narcissique a donné à voir et en laquelle la victime a cru. Et ça demande du temps de sortir du déni. La reconnaissance des dégâts occasionnés, la reconstruction de soi et de ses repères après l'emprise, eh bien, demande beaucoup de bienveillance et d'accompagnement. L'état de sidération et d'impuissance apprise dans lequel s'est retrouvée la victime l'a amené en effet à ne plus pouvoir agir pour satisfaire ses besoins, pour prendre soin d'elle et poser ses limites, et l'a amené à un repli sur soi, à un isolement qui a été renforcé, et bien sûr, par l'individu pervers narcissique. Quelles sont les solutions? Eh bien, la victime, une fois sortie du déni, peut noter dans un cahier ce qu'elle observe comme fait, comme incohérence, comme contradiction dans le discours, dans les actes ou dans les événements. Elle peut observer également les états dans lesquels elle se trouve, parce que ces mécanismes de survie face à l'insécurité importante qu'elle vit se sont mis en route, stimulés par l'amygdale, qui c'est une sorte de détecteur de fumée dans le cerveau, qui prévient le cerveau reptilien du danger et qui bloque le préfrontal capable d'analyser, de réguler les émotions et de prendre du recul. Donc, le cerveau reptilien déclenche les mécanismes de survie que sont le combat, la fuite et le figement. Mais ces mécanismes de survie maintiennent la victime dans l'insécurité. Ils veulent la protéger de peur intense face aux mensonges. Et cette insécurité, malheureusement, reste sous-jacente aux mécanismes de survie. Bien sûr, tant qu'on est sous emprise, ces mécanismes de survie maintiennent en vie et donc c'est mieux que rien. Mais une fois sorti de l'emprise, eh bien, il est important de prendre du recul pour observer ces mécanismes de survie et pouvoir apaiser les peurs sous-jacentes. Pour y arriver, eh bien, il est intéressant de faire la liste de ces ressources d'apaisement, qu'elles soient internes, les souvenirs où on a pu être apaisé, ou les activités, les personnes ressources, etc. Et donc, la personne peut y recourir quand elle se sent mal, mais elle peut aussi tous les jours stimuler la remémoration de ses souvenirs pour renforcer son sentiment de sécurité. Elle peut, en état de sécurité, mieux décoder les mensonges, car elle n'est plus en état d'insécurité, d'impuissance. Elle peut davantage observer, prendre du recul et décoder ses propres peurs, les peurs sous-jacentes aux mécanismes de survie afin de les apaiser. Sa pensée est en effet plus claire, elle prend du recul et elle s'apaise. Elle peut prendre des décisions qui sont bonnes pour elle. Il est donc important de connaître ces mécanismes de survie, de même que de connaître les mécanismes de l'emprise. Cela permet de mobiliser des ressources d'apaisement. Par exemple, si la victime observe un état de figement en elle, eh bien, elle peut repérer que le figement s'associe à l'immobilisation, à une tendance au repli, une fatigue intense, une perte d'estime de soi, un sentiment de honte, de culpabilité, des sensations d'être lourd, de sentir du froid, de la douleur, et donc des croyances négatives sur soi, qu'on n'y arrivera pas, qu'on est incapable, qu'on est impuissant. Et donc, face à cet état de figement, eh bien, il est important d'observer contre quelle peur le figement veut la protéger. Par exemple, la peur de l'impuissance. Et donc, face aux mensonges répétés, l'impuissance est souvent très présente et il est intéressant de mobiliser une ressource de puissance quand on se rend compte qu'on est dans le figement. Donc, c'est parfois difficile de s'en rendre compte parce qu'on s'identifie à ces mécanismes de défense
le mécanisme de figement par exemple, et il est important d'arriver à l'observer, prendre du recul pour observer la peur sous-jacente et l'apaiser. Si c'est la peur de l'impuissance, eh bien la personne peut par exemple chercher une ressource de puissance dans ses souvenirs. Elle se rappelle par exemple d'un moment où elle s'est sentie forte, le souvenir d'un voyage où elle a pu faire preuve de force pour franchir les étapes d'une exploration dans la nature par exemple. Elle ressent alors les sensations, les émotions agréables dans le corps et les observe pendant au minimum 30 secondes. C'est le temps nécessaire pour que le nerf vague communique cette information de sécurité au niveau du cerveau et crée des nouveaux neurones de sécurité afin de l'aider à renforcer son sentiment de puissance, le sentiment de sécurité et agir ainsi pour prendre des décisions utiles pour elle. Sortir de l'isolement et être en connexion avec des personnes bienveillantes est essentiel pour valider ses perceptions, valider ses pensées, ses émotions, car elle a petit à petit perdu confiance en elle, perdu son estime de soi, perdu son identité. Et dans cet état de dépersonnalisation, eh bien, il est nécessaire d'avoir du soutien et une validation de ce que l'on ressent de manière à petit retrouver un sentiment de dignité et son pouvoir sur sa vie. Ce pouvoir, évidemment, eh bien, il est lié à l'estime de soi et à ce sentiment de puissance intérieure, à la confiance en soi qui permet de sortir de l'emprise ou de se reconstruire après l'emprise. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » ou si vous voulez mieux comprendre les mécanismes de l'emprise, de la perversion narcissique et des mensonges, eh bien, vous pouvez lire « Les pervers narcissiques, récits et témoignages » paru aux éditions Ellipse dans la collection « Récits et témoignages ». Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire ces livres, il y en a d'autres également. Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo.